continuum entre ces deux pôles, des secteurs d'activité très divers, entre la valorisation des déchets, comme le fait le groupe d'IEES ici présent, dont nous avons le fondateur M. Chou avec nous, création de filières bioéquitables, services aux personnes fragilisées, nouveaux services dans le secteur de la petite enfance, comme les haltes garderies itinérantes, habitat social écologique, à l'instar de la SCOP Châtelet, accès aux produits agroalimentaires, comme l'Association nationale de développement des épiceries solidaires, et bien sûr les services bancaires, on va en parler. Voilà, vous voyez, c'est un peu une énumération à l'après-vert, mais c'est pour vous donner le sentiment, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des spécialistes de ce secteur, de son degré de diversité, et c'est ce qui rend ce domaine particulièrement intéressant. Et puis enfin, c'est un domaine qui est vraiment issu du terrain, avec des expérimentations très locales. Ce sont des services souvent de proximité qui irriguent le territoire, avec des emplois non délocalisables, comme on dit maintenant, et tout ça en fait également une partie de l'intérêt. Alors comme j'ai dit, on assiste aujourd'hui à un bouillonnement à la fois des initiatives et des attentes par rapport à ce domaine. Dès octobre 2009, Francis Vercamer, député du Nord, a été missionné par le Premier ministre, qui a souhaité que la France se dote, je cite François Fillon, d'une politique ambitieuse de développement de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat social. Le rapport Vercamer a été rendu en avril 2010 avec 50 propositions pour lever les freins au développement de ce secteur. Et beaucoup de ces propositions sont en cours de réalisation, que ce soit la relance du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire par le décret du 20 octobre 2010, la création d'un poste pour l'économie solidaire au CESE, et également, et ça aussi on va y revenir, certainement un fonds de 100 millions d'euros dans le cadre des dépenses d'avenir qui met, parce que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre, des moyens significatifs pour permettre le développement de ce secteur. Cette thématique a aujourd'hui une résonance particulière, puisque le CEGES, le Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l'économie sociale, a donné un coup de projecteur vendredi dernier à l'Assemblée nationale au cours d'un débat de très haut niveau sur les enjeux relatifs à l'économie sociale. Et la Commission européenne, quant à elle, a initié une série de mesures ambitieuses avec l'initiative de l'entrepreneuriat social, dont M. Pesiti, qui remplace le commissaire Andor, va nous parler dans quelques minutes. Et enfin, les exemples anglo-saxons sont particulièrement riches. On pense au Fonds d'innovation sociale aux États-Unis ou à la Big Society au Royaume-Uni. C'est des programmes qu'on suit depuis longtemps et on est très heureux d'accueillir M. Ryan Silva, qu'on a déjà vu en France et qui est ici pour représenter le cabinet Cameron et qui nous parlera de ces initiatives. Voilà, toutes ces initiatives mettent en lumière la richesse de ce domaine qui se construit à partir de l'histoire de l'économie sociale et solidaire en France, mais qui prend des directions nouvelles à travers justement ces nouvelles formes de relations entre le marché et la sphère publique. Et c'est tout ça qu'on voulait explorer. Alors, on le voulait d'autant plus que je pense que cette réflexion sur le développement de l'entrepreneuriat social rejoint un certain nombre de réflexions qui sont plus larges, mais qui finalement peuvent s'appuyer sur ces initiatives, sur la réflexion sur le rôle de l'État en matière sociale, son rôle en termes de protection sociale. On est dans une situation où à la fois les besoins sociaux sont de plus en plus grands, en tout cas ils sont ressentis comme tels, et en même temps la crise économique, la raréfaction des ressources publiques, la satisfaction de besoins nouveaux impose de réinventer les modes d'intervention de l'État. C'est ce que fait la DGME tous les jours, mais c'est une réflexion qui finalement est transversale à l'ensemble de l'appareil de l'État. Et par rapport à ça, je pense que le projet de l'entrepreneuriat social, la possibilité qu'il offre d'imaginer des nouvelles manières d'utiliser en particulier des outils qui relèvent du monde associatif ou qui relèvent du privé et qui peuvent être mis au service d'objectifs d'intérêt général, est une promesse particulièrement intéressante dans ce contexte de réinvention de l'action publique. Alors, ce que nous avons cherché à faire au Centre d'analyse stratégique par rapport à ces enjeux, en particulier dans la note que vous avez dans votre dossier sur l'entrepreneuriat social, c'est, et ce sera mon dernier point, de balayer très rapidement quelles sont les pistes d'évolution qui paraissent les plus prometteuses pour permettre justement le développement de ce domaine de l'entrepreneuriat social et de remplir, de mieux couvrir les besoins sociaux grâce à ces outils. Alors, le premier point, c'est tout ce qui concerne le financement, c'est sans doute le plus important, monsieur Le Terme l'a rappelé, et ça va de soi. Et par rapport à ça, il y a tout un ensemble de pistes qu'on a voulu explorer dans cette note, que je vais balayer très rapidement en partant d'exemples concrets, parce que c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire tout au long de ce travail, pour illustrer très concrètement, à travers des structures qui existent ou des projets qui existent, quelles sont les pistes qui nous paraissent pouvoir être approfondies.
Alors, le fonds de financement, c'est d'abord l'exemple le plus évident, avoir des fonds de financement, soit publics, soit mariant le public et le privé, qui permettent de financer un certain nombre d'innovations. Et je l'ai dit, les dépenses d'avenir comportent un montant attribué à cela. Et Roselyne Bachelot, qui sera avec nous en fin de journée, a annoncé la création la semaine passée d'un fonds pour prendre le relais de ces financements. Le professeur Younis, qui nous rejoindra tout à l'heure, est au moment même où je vous parle en train d'étudier avec la Fondation de Vermeil Crédit Agricole le lancement d'un premier fonds social business en France. Donc vous voyez que les initiatives se multiplient dans le domaine. Le deuxième sujet, c'est celui de l'innovation. L'innovation sociale, Frédéric Bujon en a parlé. Je pense qu'on a l'idée, quand on parle d'innovation, on pense à les 12 manches, on pense à des laboratoires avec des matériels de haute technologie. Dès qu'on se penche sur les structures, les entreprises, les associations qui font de l'entrepreneuriat social, on se rend compte qu'il y a là aussi une réserve d'innovation, d'idées, et qu'on peut utiliser les outils financiers d'innovation au profit de ce secteur. Je pense à du capital risque philanthropique. Il y a un fonds qui s'est créé qui s'appelle FITRUST, dont je salue le PDG, M. Deguerre, qui est avec nous, qui est précisément dans ce domaine. Et je pense qu'on peut aller plus loin, imaginer des financements par OSEO. Ça aussi, c'est susceptible de se mettre en place. Imaginez même pourquoi pas d'utiliser des outils comme le crédit impôt recherche, en tout cas des outils qui sont destinés à l'innovation en général et de voir dans quelle mesure ils peuvent être mobilisés au profit d'innovation sociale. Troisième piste pour le financement, c'est tout ce qui permet d'avoir une équation coût-bénéfice dans laquelle on utilise le retour de l'entrepreneuriat social. Vous avez des initiatives sociales. Ça peut par exemple passer par un exemple qui est cité dans la note, l'association Ciel Bleu, qui fait de la prévention en matière de santé publique, et donc on peut chiffrer très précisément les gains que ça procure, uniquement pour les préventions liées à 2 pathologies, les chutes et le diabète de type 2. C'est une économie de 15 milliards d'euros sur 3 ans, si on généralisait ça. Donc on voit bien que là, il y a des réserves, à condition de savoir mettre les bénéfices en face des moyens qu'on déploie pour ces initiatives, qui sont considérables. Et on peut aller plus loin avec une initiative qui me paraît particulièrement intéressante, qui est également décrite dans la note, qui est celle des Social Impact Bonds, les bons à impact sociaux, qui consiste à mettre du capital sur des projets qui relèvent de l'entrepreneuriat social, mais ensuite avoir une rémunération de ce capital en lien avec le fait d'atteindre un certain nombre d'objectifs sociaux qui sont assignés. Et l'exemple type nous vient également du Royaume-Uni. C'est par exemple une structure qui œuvre dans le domaine de la réinsertion des personnes qui ont été condamnées, et la rémunération de l'argent qui est mis dans ce projet dépend directement du fait d'obtenir des taux de réinsertion qui sont supérieurs à la moyenne qui est obtenue pour une population qui ne bénéficie pas du programme. Dernier point, c'est celui du microcrédit. On va évidemment en parler tout à l'heure avec Marianne Novak, fondatrice de l'Association pour le droit à l'initiative économique, et avec Mohamed Younous. Et je trouve que c'est très symbolique, et je suis particulièrement heureux que Mohamed Younous soit présent pour conclure ce colloque. D'abord parce que l'idée du microcrédit, c'est typiquement une idée qui permet de partir de quelque chose qui est le cœur finalement du fonctionnement de l'économie, financer des activités économiques, mais de mobiliser cette idée d'une manière qui profite aux personnes qui sont exclues du circuit économique. Deuxièmement, parce que par son volontarisme et son charisme, il nous montre que c'est aussi des individus par leur puissance qui peuvent faire bouger les choses. Et enfin, parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant d'avoir un exemple venu du Sud dont maintenant on s'inspire dans le Nord, et que ça illustre les développements en cours et à venir sur les rapports Nord-Sud. Voilà sur le point du financement. Il y a d'autres choses qui sont importantes pour pouvoir réussir le pari de l'entrepreneuriat social. Il y a une évolution culturelle, et on évoque ce qui peut être fait en matière d'éducation. Alors il ne s'agit pas de mettre un nouveau programme au collège ou au lycée, parce qu'il y en a déjà beaucoup, mais plutôt de dire que chaque fois qu'il y a des initiatives vis-à-vis des élèves qui relaient, qui visent à les sensibiliser au monde de l'économie, de l'entreprise, et ça, il y a beaucoup de choses qui existent déjà dans les programmes, qu'on fasse une place à l'entrepreneuriat social et à ce que ça peut apporter. Et enfin, le dernier point qui nous paraît majeur, c'est celui de l'évaluation. La condition pour le changement d'échelle de l'entrepreneuriat social, qui est ce qu'on appelle de nos voeux à travers l'ensemble de ces travaux, c'est que ces résultats soient précisément évalués et que ces évaluations soient objectives. Et c'est aussi ça auquel on veut contribuer à travers ce travail en partenariat avec le CDE pour regarder les différents projets et mettre en commun
les résultats qu'on peut évaluer par rapport à ces projets, c'est quelque chose dont chacun a besoin si on veut développer le recours à l'entrepreneuriat social. À travers cette démarche, ce qui est en jeu, c'est toujours un petit peu la même idée. L'entrepreneuriat social, ça permet de marier des initiatives, des structures, des méthodes, des outils qui viennent de privé et de les mettre au service des outils d'intérêt général. Je pense qu'on a souvent tendance dans ce pays à opposer l'entreprise au social, et ça, c'est ça la promesse de l'entrepreneuriat social, c'est de permettre de tirer le meilleur des deux mondes et de faire en sorte que toute cette capacité d'initiative, de ressources, d'imagination qui existe au sein du privé soit mise au service des objectifs d'intérêt général. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est particulièrement symbolique et heureux que les deux ministres qui viennent conclure ce soir soient Roselyne Bachelot et Valérie Pécresse, qui nous donneront finalement les deux côtés de cette vision et les deux pieds sur lesquels on pourra marcher. C'est du moins le vœu que je forme, en espérant que ce colloque permettra à la cause de l'entrepreneuriat social et aux résultats qui peuvent en découler pour la réalisation de l'ensemble de nos objectifs sociaux de se matérialiser. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention et cette véritable feuille de route qu'on va compléter, enrichir et mettre en perspective au niveau européen. Donc j'appelle M. Irgi Plessiti à nous rejoindre à la tribune pour nous donner sa vision de l'entrepreneuriat social et de son développement. Merci. Une remarque pour dire qu'une partie de votre